Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Bah oui, mais et les heptathlètes Et c'est là où nous, on a un discours qui est très dans la transition. L'idée, c'est pas de dire demain, les heptathlètes, vous faites plus de heptathlon. L'idée, c'est de se dire, il y a une transition qui se fait à long terme. Oui, aujourd'hui, c'est l'hepta, mais il faut commencer à mettre le DK en place. Forcément, les deux vont cohabiter un certain temps, mais les jeunes générations, il faut les former au décathlon pour que, à terme, ce soit le décathlon qui soit là et qu'il n'y ait plus aucune inégalité entre les disciplines de l'athlétisme, parce que c'est la dernière. En fait, certaines disciplines ont mis du temps à arriver, comme le saut à la perche qui est arrivé qu'en 2000 pour les femmes. Et en fait, si on regarde toutes les disciplines, il reste plus que le décathlon en fait, qui est pas pareil dans les deux tableaux. Le sport de mon invité, vous en avez déjà entendu parler, forcément. Et pourtant, la pratique féminine de ce sport n'est pas encore acquise à 100%. Les hommes peuvent en faire sans problème. Mais quand il s'agit des femmes, ça coince. Et c'est là que Roseva Bidois est une grande championne. C'est qu'en plus de ses entraînements et de l'énergie qu'elle donne pour performer, elle fait partie des ambassadrices de l'association Déca Féminin. L'objectif, il est simple, permettre au décathlon féminin d'exister au même niveau que le décathlon masculin. Donc je suis très fière de recevoir Roseva Bidois aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Roseva. Bonjour Solène. Pour commencer, avant qu'on parle de tout ça, j'aimerais que tu te présentes, mais sans me parler de sport. J'ai 25 ans, je suis assistante d'éducation dans un collège cette année et depuis l'année dernière. Et je prépare le concours de prof des écoles. J'ai grandi dans une famille nombreuse avec 6 frères et sœurs dans une grande ferme. Et je crois que ça s'arrête là, on ne peut pas parler de moi sans plus parler de sport, sans parler de sport. Et du coup, est-ce que tu peux me faire une phrase pour me parler de ton sport ? Je pratique le décathlon féminin, je précise, parce que pour le moment, il n'est pas encore reconnu comme tel. Comme on pourrait dire, je fais du décathlon. Il s'agit de 10 disciplines en athlétisme qui mêlent à la fois des sauts, des courses et des lancers. Et l'objectif, c'est d'être le meilleur possible au combiné de tout ça. En gros, c'est une discipline qui te demande d'être hyper complète sur les disciplines majeures de l'athlète, quoi. C'est ça, exactement. C'est une discipline qui est complète et qui est très intéressante en athlétisme parce qu'elle mêle à la fois la vitesse, l'endurance, la coordination, la force, la vitesse. Elle mêle en fait toutes les qualités physiques qu'on pourrait avoir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fin, le meilleur, c'est vraiment la personne qui est la plus complète. C'est une quête très intéressante en fait en athlète de chercher cette polyvalence. Toi, quand tu étais jeune, t'as commencé par quoi comme sport ? Alors, j'ai fait 7 ans de basket, de mes 7 à mes 14 ans, je voulais faire... Parce que je l'ai pas dit, mais Roseva est très grande. Ça me fait toujours bizarre quand j'ai quelqu'un de plus grand que moi, et là, c'est le cas. Donc, ça me paraît logique, du coup, le basket. Oui, c'est vrai, je fais 1m82. En fait, je voulais faire comme ma grande sœur, je voulais faire du basket. Et au collège, en fait, j'ai découvert l'athlétisme par l'association sportive. Et mon prof de PS, qui était aussi le professeur d'EPS de mon père, m'a tout de suite repéré et il m'a ramené au club. J'ai fait pas mal de compétitions scolaires avant de débuter vraiment l'athlétisme en club. Alors en minime, on fait un peu de tout. On fait des triathlons, ce qui n'a rien à voir avec le décathlon, mais en gros, dans l'idée, on fait une course, un saut, un lancer. Et à ce moment-là... Ah oui, pas du tout le triathlon que j'avais dans la tête. Ah ouais, non, vraiment pas le triathlon. Natation, vélo, course à pied. Et on choisit une course, un saut, un lancer. Donc moi, je faisais le triathlon hauteur, 50 mètres et lancer de poids. Et j'étais plutôt forte en lancer de poids. C'est pour ça que je me suis un peu spécialisée là-dedans en cadette. Puis après, je suis arrivée au lancer de disque. J'ai fait un peu les deux pendant des années. T'as dit que c'était ton coach de collège qui avait eu ton père aussi. Ouais. Ça veut dire que dans ta famille, c'était logique de faire du sport. C'était quelque chose ancré en vous, quoi. Ouais, c'était très logique. Et en même temps, c'était pas, il y avait pas spécialement une culture du haut niveau. C'était vraiment une culture de tu bouges. Tu prends tes baskets, tu vas sortir dehors et tu te dépenses. Et par exemple, j'ai appris que très tard que mon père avait fait de l'athlétisme aussi. Alors que pour le coup, on avait cette similarité-là. Tous mes frères et sœurs ont fait du sport. Ils sont tous très actifs. Donc en fait, il y a vraiment cette culture-là. J'ai découvert aussi par la suite que, au final, l'athlétisme, pas mal de mes oncles et tantes y étaient passés. Il y avait eu un bon niveau aussi. Mais juste, il n'y avait pas cette culture de la performance. Ils étaient très modestes dans la manière de parler de leur passif sportif. Okay. C'était oui, mais moi, j'ai fait ça vite fait. Et en fait, quand tu creuses le vite fait, c'est j'étais championne de France en saut en hauteur une année.
Ah oui, d'accord. C'est vite fait, quoi. Oui, ça aurait pu m'inspirer à l'époque, mais c'est vrai que c'est bien de le découvrir maintenant, mieux vaut tard que jamais. Et Donc, du coup, tu te mets à rêver quand même de haut niveau ou pas, justement, vu qu'il y a cette modestie familiale au niveau du sport? Alors oui et non. En fait, il y a il y avait ce running gag de dès qu'on a su qu'il y avait les Jeux en 2024, de Roseva elle fera les Jeux à Paris, mais c'était sous forme de blague, dans le sens où on n'y croyait pas vraiment et moi-même j'y ai jamais vraiment cru. C'était pas quelque chose dont je rêvais. Au final, j'ai commencé à rêver des Jeux que très tard, sans forcément y croire pour autant ou avoir cette certitude que j'y serais. Mais pour moi, c'était réservé aux personnes qui étaient très fortes, très jeunes. J'avais cet a priori-là. Ouais, c'est un peu ce que tout le monde a dans la tête, hein, c'est que si tu t'en sors pas à l'adolescence, on va dire, après c'est mort, quoi. C'est ça. Donc au final, j'avais le début de parcours qui laissait présager que je pouvais faire du haut niveau, mais sans trop y croire plus que ça. Comment tu découvres le décathlon, du coup? Par hasard. Donc à ce moment-là, j'ai un bon niveau français au lancer de disque. J'ai fait des podiums nationaux, j'ai fait une sélection en équipe de France. Et en discutant un peu avec mon conjoint maintenant, on se dit, purée, ce serait dommage d'avoir fait de l'athlétisme pendant des années et jamais avoir fait une fois un heptathlon ou un décathlon. Et je me dis, bah ouais, je vais essayer. Je fais un heptathlon, ça me plaît, j'en refais un. Je me qualifie directement au championnat de France et là je me dis c'est marrant quand même. C'est marrant. C'est quand même super marrant. Et juste je suis confrontée au fait que c'est marrant mais ça veut dire arrêter de lancer disque. Et là je me dis je sais pas quoi faire et ça coïncidait avec l'année entre ma licence et mon master. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir à Lyon. Et c'est là où, du coup, en arrivant à Lyon, je me suis dit, OK, bon, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche une structure pour faire du lancer disque ou je cherche une structure pour faire de l'heptathlon? Et donc, j'ai essayé de faire un peu les deux. Donc, j'ai eu la chance, en arrivant à Lyon, de pouvoir m'entraîner avec Loïc Fournet et Mélina Robert-Michon. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour le disque, t'es servi à Lyon, on va dire. C'est ça. Et j'ai rencontré Yann Selly, qui est mon coach actuel. Et pour le coup, lui, comme il était décathlonien, quand j'ai commencé à faire de l'heptathlon avec lui, j'ai vite eu envie de faire du décathlon. Et j'ai rencontré Adeline Audigier, qui est une décathlonienne française qui a relancé justement le décathlon féminin il y a quelques années. Et en fait, en 2022-2023, au final, c'est l'année où toutes les conditions étaient réunies pour que je me lance dans le décathlon. Il n'y avait pas cette envie un peu de se dire, je me concentre sur l'heptathlon en vue de Paris 2024 et je reprendrai le disque après? Et non, à ce moment-là, je me dis même pas que c'est possible. Alors, à ce moment-là, moi, je me dis, chouette, je peux m'amuser sur l'heptathlon, mais il n'y a aucune perspective de haut niveau dans les épreuves combinées. Pour toi? Pour moi. Oui. Ah oui, pour moi, c'était inconcevable. Enfin, je me posais même pas la question d'ailleurs. Donc, non, j'étais dans la perspective de m'amuser le plus possible, d'atteindre le meilleur niveau possible et après, on verra. Mais à ce moment-là, je me dis juste, c'est dommage, je fais de l'heptathlon et je fais du disque à côté. Donc, en fait, je fais deux disciplines différentes. Ma rencontre avec Adeline, ça a été un grand tournant puisqu'elle m'a dit, mais t'es pas obligé de choisir, tu peux faire du décathlon. J'ai regardé un peu, je me dis, ah oui, c'est pas bête. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Apprendre le saut à la perche? Ok, bon. Go. Ouais, c'est osé quand même parce que le saut à la perche, je sais pas, il y a un peu un truc de, c'est pas genre une discipline de course où tu te dis il va falloir que j'apprenne peut-être un peu plus d'endurance ou quoi. Non, c'est un saut qui quand même est impressionnant. C'est marrant que tu parles de l'endurance parce qu'au final, là où je galère le plus dans cette transition hepta-ADK, c'est davantage sur le 1500 mètres que sur le saut à la perche. Entre le moment où j'ai touché ma première perche et le moment où j'ai fait mon premier décathlon, il s'est écoulé 3 semaines et ça s'est bien passé. Wow. Mais ouais, le saut à la perche, c'est quelque chose que j'ai assez vite appréhendé et que j'adore. Vraiment, je pense que c'est ma discipline préférée dans le décathlon. Okay. Mais bon, venant du lancer, l'endurance et donc le 1500 mètres, c'est plus compliqué. Ouais. Ta première compétition en décat, tu te rappelles ce que tu as ressenti un petit peu est-ce que tu t'es senti à ta place? Est-ce que tu t'es dit ah mince, l'hepta c'était suffisant? Ou enfin, j'en sais rien. Pendant le décat, j'ai trouvé ça fascinant de voir à quel point le décathlon crée une émulation magique entre les différentes athlètes. C'est très éprouvant. Je me souviens d'avoir fini mon 1500 mètres, d'arriver sur la ligne et de penser plus jamais je refais ça. Finalement, bon, j'y suis retournée. Donc, un sentiment très partagé sur c'est génial et oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Mais c'est le 1500 qui est dur ou C'est le 1500 à la fin des 9 épreuves. C'est toujours dans le même ordre? Ouais, c'est toujours dans le même ordre. Alors des fois, sur certains championnats, le fait est d'avoir plusieurs catégories en même temps. On se retrouve à échanger, par exemple, le saut hauteur d'une journée avec le saut à la perche de l'autre. Des fois, il y a des petits changements comme ça. Mais globalement, dans la plupart des cas, c'est toujours le même ordre. La préparation de ce championnat de France se passe bien sur toute la saison. La dernière semaine, donc ce qui est censé être les derniers réglages avant la compétition,
j'ai 2 réglages qui se passent très très mal. Un entraînement de saut à la perche où je fais des refus. On dit qu'on ne pique pas au saut à la perche parce que je me sens trop loin, trop près. Mauvais réglage. Donc sur les 20 sauts, j'ai dû en piquer 2. Donc très mauvais réglage là-dessus. Et ma dernière séance SP 1500 mètres, je l'abandonne parce que j'ai explosé complètement. Donc à ce moment-là, beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes sur l'appréhension de ma compétition. Et en même temps, je sais que la préparation en amont s'était bien passé, donc j'ai un mélange de confiance et de doute. C'est très étrange. T'arrives en te disant que tu vas chercher un résultat, tu sais un petit peu ce que tu vaux par rapport aux autres? Ouais, je sais à peu près ce que je vaux. Globalement, je sais qu'il n'y a pas de 3e place ou de place derrière. Je sais que c'est la première ou la 2e place, sachant que je savais contre qui c'était, Noémie de Sailly, qui est une copine décathlonienne aussi. Et je sais que son meilleur niveau est largement au-dessus du mien. C'est-à-dire que là, cette saison-là, elle s'était fait mal au pied alors pendant la compétition, pour le coup. Avant, je ne le savais pas, mais en tout cas, elle était un peu en deçà de son meilleur niveau. Mais je savais que ça allait se jouer contre elle et je savais que pour gagner, ça allait vraiment, vraiment pas être simple. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, au pire la 2e place, au mieux la 1re place, mais ça va pas être du gâteau, quoi. Tu sais sur quelle discipline du DK tu peux être devant elle et celles sur lesquelles il va falloir avoir le moins d'écart possible parce que tu sais qu'elle sera devant mais qu'il va falloir que tu donnes le plus, quoi? Ouais, je sais à peu près sur chaque discipline, sachant que au final, à la fin, celle qui gagne, c'est celle qui a le meilleur total. Donc au final, il faut être soi-même. C'est une compétition contre les autres, mais avant tout, c'est une compétition contre soi-même. Il faut être soi-même à son top niveau, surtout pour espérer gagner. C'est vraiment ça. Donc à ce moment-là, j'arrive dans cet état d'esprit de bon, faut que je me focus sur moi. Il faut que j'arrive à me concentrer sur moi et à être la meilleure sur toutes les disciplines. Cette première journée, elle se passe de manière mitigée. J'ai un 100 mètres qui est plutôt moyen, on va dire. Un saut en longueur où je suis assez déçue de ce que je fais. Un lancer de poids qui est pareil, qui est en demi-teinte, avec ensuite un concours de saut en hauteur qui est décevant. Et pour finir, un 400 mètres qui est pareil en demi-teinte. Donc on est sur une première journée avec... bof. On peut pas dire que c'est mauvais parce que c'est des il y a pas de grosse contre-performance, mais c'est que des performances où je me dis bon, j'espérais mieux, quoi. Comme il y a pas de grosse contre-performance, ça fait quand même un total à la première journée qui est plutôt correct, mais j'en attends beaucoup plus sur la 2e. Au décathlon, on essaie de pas trop regarder les résultats intermédiaires parce qu'entre guillemets, ils veulent rien dire. C'est vraiment le total. Il peut y avoir après des disciplines où il y a des gros écarts, ce qui fait que ça change tout le classement. Donc moi, j'essaie jusqu'à la 8e épreuve de pas regarder les résultats intermédiaires. Entre les 2 jours, le grand jeu, c'est de récupérer, de boire, de manger, de dormir, d'être au max de la récupération. Le lendemain, je me réveille pour les haies. Ça se passe très bien aussi. Enfin, ça commence à se passer mieux du coup. Ça se passe bien. En fait, sur ce championnat, j'ai pas de grosse contre-perf jusqu'ici, jusqu'à la 7e épreuve, et j'en ai pas d'excellente. Le lancer de disque se passe moyennement plus, on va dire. Ça, c'est un peu relou parce que c'est quand même ta discipline. Ouais, alors avec le recul, je me dis que c'est une bonne perf. J'avais fait 45 mètres. À l'époque, j'ai toujours mon record à 49,76. Et donc, je me dis, bon, c'est toujours j'en attendais plus. Ouais. Mais avec du recul, 45 mètres dans un décathlon, ça reste très bien. Surtout à ce moment-là, la compétition, on a moins de jus forcément qu'au début. Arrive le concours à la perche où là, je bats mon record et je gagne le concours de saut à la perche. Donc là, ça me booste au max. Je commence à me dire, waouh, là, ça commence à être vraiment chouette. Bah surtout que c'est là-dessus où tu pouvais avoir des appréhensions avant le début de la compétition. Donc exactement. Ça te bascule dans un autre état d'esprit, quoi. C'est ça. En fait, c'est à cette compétition-là que j'ai appris que les derniers réglages, ça veut rien dire. Faut pas se stresser avec les derniers réglages parce que des fois on peut faire des très mauvais réglages et au final une très bonne compétition. Donc là, ce concours de saut à la perche m'a appris ça. Je bats mon record. Et ensuite, au javelot, je fais une perf qui est bonne à ce moment-là parce que je suis javelot, c'est un peu un point faible pour moi. Pour une lanceuse, c'est paradoxal. C'est surtout à ce moment-là qu'on fait les comptes. On peut les faire avant le javelot, mais c'est surtout avant la dernière épreuve. Et là, étonnamment, comme j'appréhendais beaucoup ce 1500 mètres, de par la dernière séance de réglage qui s'était mal passée, on n'a pas fait les comptes. Là où d'habitude on les fait, là on les a pas fait. Il y avait une pression en moins. Mais on l'a fait parce que justement, sinon il y aurait eu trop d'informations. Donc je me suis posée et juste avant le 1500 mètres, je suis allée voir mon coach, Yann, pour lui dire est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je sache. Sous-entendu, est-ce que tu as fait les comptes et est-ce qu'il y a une information qu'il faut que tu me donnes. Et il me dit
il y a pas de j'ai rien à te dire si ce n'est que si tu bouges bien sur ce 1500 mètres, si tu fais un bon 1500 mètres, il y a quelque chose à aller chercher. Et il s'arrête là. Et moi, je comprends. Bah, si tu te bouges bien, tu vas gagner. Et en fait, c'est trop marrant parce qu'après, on en a reparlé après la compétition. Et il m'a dit, non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est si tu te bouges bien, tu vas atteindre le cap des 7000 points, qui était un objectif aussi. Mais bon, forcément, sur un championnat, l'objectif des 7000 points, enfin, de résultats, il est secondaire par rapport au résultat du podium, c'est ça. Donc moi, sur le moment, je pars sur la ligne du 1500 mètres, je pars en me disant, bon, bah, il y a l'or au bout. Il y a peut-être l'or au bout, quoi. Et en fait, on est parti sur une stratégie de course qui est complètement farfelue, qui est de partir plus doucement et d'accélérer à la fin. Okay. Normalement, en 1500 mètres, ça se fait pas du tout. J'ai eu ça il y a pas longtemps avec un athlète qui fait du cyclisme sur piste, qui est devenu champion d'Europe du kilomètre, justement avec cette stratégie que d'habitude personne ne fait, où ils partent tous à fond et le but c'est de survivre jusqu'au bout. Et là, son coach lui avait dit vas-y tranquille au début et tu m'entendras quand je te dirai qu'il va falloir donner. Et du coup, ça a payé, donc ça me fait rire que ce soit la même strat pour toi qui marche. Ah ouais, vraiment, j'avais fait déjà un décathlon dans la saison où j'avais complètement explosé. Je m'étais pris le fameux mur de mi-course qui te coupe les jambes. Il est à combien, 1500? Alors, il y en a qui le situaient à 900, moi je le situe à 700. Donc okay. on est vraiment au milieu, on est vraiment, ouais, c'est ça. Même 700, c'est même avant le milieu, donc c'est-à-dire que t'es même pas à la moitié, tu te dis aïe, là c'est dur. Ça va être compliqué. Donc cette stratégie, elle était là pour contrer mes lacunes en endurance, de manière à ce que je puisse ne pas laisser de plume sur le début et après tout faire au mental, entre guillemets, et lâcher les chevaux. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais du coup, quand tu vois les autres devant, parce que forcément, si toi, au début, tu mets un peu moins pour justement être plus endurante jusqu'au bout, mentalement, sur ce 1500 mètres, vraiment, on peut dire que c'est rien, 1,5 km. Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais. Mais de les voir partir devant, ça doit quand même te mettre un coup au moral. Sur le moment, je me fais quand même la réflexion de ouf, elles sont toutes devant, quoi. Genre vraiment, c'est moi qui suis toute derrière. et je me reprends vite en me disant, là, on a choisi cette stratégie, c'est pas maintenant que tu vas changer, donc maintenant, on y va, on teste et on voit. Et je suis restée hyper concentrée sur cette stratégie pendant toute la course. J'ai essayé de pas me laisser parasiter par l'extérieur parce que forcément, il y a des gens tout autour du stade qui t'encouragent à fond et qui se disent mince, qu'est-ce qu'elle fait ? Je vais l'encourager plus fort, je vais lui crier plus fort dessus et ça va la faire accélérer. Alors que non, vraiment, j'étais bien sur ce qu'il fallait que je fasse. C'est ça. Stratégie, donc lente sur les 1000 premiers mètres. Et à 500 mètres de l'arrivée, c'était parti. J'ai lâché les chevaux et j'y suis allée, mais j'ai donné ma vie sur ces derniers 500 mètres. Et en fait, au fur et à mesure que je remontais les filles, parce que c'est ce qui se passait, je commence à apercevoir au loin celle que je devais battre. Et j'entends une copine au bord de la piste me dire « Allez, ça craque devant, vas-y !» Franchement, ça m'a donné des ailes. Et j'ai donné vraiment ma vie. À l'arrivée, je vois mon chrono sur 1500 mètres. Donc à ce moment-là, je pense même pas victoire ou deuxième place. Je me dis juste « Waouh, trop bien, j'ai fait le chrono que je voulais faire. » Tu te souviens de ton chrono ? Ouais, j'ai fait 5 minutes 47 et sachant qu'à ce moment-là, mon record était à 5,56. Donc bon. Ouais, donc tu bats ton record sur 1500. C'est ça. Et à ce moment-là, je suis trop contente. Je saute dans les bras de ma coéquipière. C'est là que j'ai appris. Elle me dit, mais t'as gagné. Et là, mais Oui, j'ai gagné le 1500. Alors du coup, non, parce que vraiment, je suis vraiment loin d'avoir gagné le 1500. Mais au moment où elle me dit, t'as gagné, là, j'ai les émotions qui lâchent. Je fonds en larmes, mais alors vraiment, c'est la première fois de ma vie que je pleure 100% de joie. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des émotions partagées et tout. Et là, vraiment, non, c'est pas vrai. Et je pleure en continu. Je la prends dans mes bras, ma coéquipière, et je vois au loin arriver mon conjoint et derrière mon coach. Et je les vois arriver. Et en fait, eux, ils s'attendaient pas du tout à ça. Et ils comprennent au moment où ils me voient pleurer. Et donc, je les prends chacun dans mes bras. Et vraiment, c'était une émotion qui était incroyable parce qu'il y avait tout qui était réuni pour vivre cette victoire avec mes proches et surtout dans la difficulté. Je ne suis pas allée la chercher dans la facilité, cette victoire. Et c'est pour ça qu'elle est très marquante. Et est-ce que, du coup, la deuxième, c'est celle, en effet, où tu savais que ça allait se battre avec elle ? Complètement, okay. C'est ça. Et malheureusement pour elle, ce jour-là, elle s'est pris ce fameux mur, parce que vraiment, personne n'est à l'abri de se le prendre. Et donc, le combo de moi, j'ai battu mon record et elle s'est pris le mur. Ça a fait que j'ai gagné de 2 secondes. 2 secondes sur un 1500 mètres, c'est rien du tout. Ouais, mais en fait, il faut être la meilleure ce jour-là. Bon, en l'occurrence, 2 jours pour vous, parce que c'est sur 2 jours la compétition. C'est ça. C'est toi qui l'as été, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, podium ensuite. Comment ça se passe Au moment du podium, c'est assez courant quand on attend le résultat, quand le jury va dire
son nom, qu'on se refait un peu le concours ou la compétition et qu'on se dit qu'est-ce qu'aurait pu être mieux, Et là, c'est la première fois où je me suis dit waouh, là j'ai gagné et j'ai tout donné, j'ai fait tout ce qu'il fallait et ça a marché. Et là, j'ai rien à regretter. Et donc, ce moment-là, il est assez magique. J'en ai bien profité. Et ça, pour le coup, c'est des moments qui marquent, qui nous font nous rappeler pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on donne autant à l'entraînement, pourquoi on passe autant d'heures à l'entraînement à essayer de corriger le moindre détail, à aller dur dans l'effort, à avoir mal sur les séances de lactique, à se dépasser. C'est vraiment bref, mais ça nous rappelle pourquoi on fait tout ça. Ouais. Vainqueur, médaille d'or, championne de France 2025 du décathlon, entraînée par Yann Seri et Sandra Sogouyou, entente sud-lyonnais, Roséma Bigor. J'ai vu que tu étais vice-championne du monde en 2024. En 2025, tu es championne de France. Pourquoi c'est ce championnat de France-là qui a peut-être eu le plus d'impact ou en tout cas où tu as vécu des émotions plus fortes que sur des championnats du monde où on se dit un titre mondial, ça a quand même pas la même envergure qu'un titre de championne de France, quoi. C'est une très bonne question. Peut-être que sur le moment, juste après, si on avait fait le podcast juste après les mondiaux, je t'aurais très probablement raconté cet épisode avec beaucoup de larmes dans les yeux. Mais là, avec du recul, je me rends compte que dans une compétition d'épreuves combinées, en décathlon mais même en heptathlon, à la fin, même si le résultat il dépend de toutes les épreuves, il dépend surtout, entre guillemets, de la dernière épreuve. Parce qu'il y a justement cette histoire de points, de à combien de points je suis, à combien de secondes je suis, quelle distance il faut que je... Il y a toujours cette histoire-là. Et sur le championnat mondial, avant la ligne de départ, je ne pouvais pas aller chercher la première place, il y avait trop d'écart. Et la deuxième place était plutôt sécurisée. Il aurait vraiment fallu que je fasse une très mauvaise course pour être relayée à la troisième place. Donc au final, c'est comme si les émotions, elles étaient dispatchées avant le 1500 mètres et après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grosse surprise après le 1500 mètres. C'était génial de voir que j'étais deuxième et que j'avais réussi à conserver cette deuxième place. Ça a fait un gros tremplin à la suite de ma carrière. Mais je crois que ce que je retiendrai à terme, c'est à quel point j'ai réussi à me dépasser pour obtenir ce que je veux. Et c'est pour ça que ce titre, il a une saveur particulière pour moi. Ouais, et puis en fait, que ça se joue aussi sur la dernière course, il y a un enjeu un peu différent que quand tu sais que c'est quasiment déjà acquis, c'est ça. Tu t'abordes pas aussi la compétition de la même façon. Ouais, c'est ça. Et à l'inverse, l'été dernier, donc à la suite de ce championnat de France-là, ça s'est moins bien passé pour moi puisque j'ai fini 4e au championnat mondial à quelques points de la 3e place. Donc en fait, il y en a toujours une qui se fait avoir là-dessus. Mais je suis très fière d'avoir réussi à dépasser pour réussir à obtenir un titre à un moment donné. Ça, c'est arrivé sur d'autres championnats, en pentathlon, etc., etc. Mais là, le fait de le faire en décathlon sur ce que j'estime être ma discipline, ça a une saveur vraiment très particulière. Qu'est-ce que cette victoire au championnat de France, elle change pour toi après ? Rien, et c'est ça qui m'a fait bizarre. Je pensais, alors sans grosse conviction, mais quand on voit les sportifs de haut niveau atteindre leurs objectifs, on se dit mais ça doit leur changer leur vie. Ils doivent être plus heureux peut-être, ou on se fait plein de, on se fait tout un tas d'idées, et en fait rien du tout. Ça n'a rien changé, si ce n'est que j'ai gagné en confiance sur ma capacité à me surpasser. Je l'ai vu sur d'autres compétitions, mais en fait, en tant qu'athlète, après, on retourne à l'entraînement en se disant je veux plus maintenant. Ça ne change pas radicalement notre vie, quoi. Et c'est ça qui était un peu bizarre. Je me suis dit, ok, c'était une joie très intense. Ça a fait des grosses émotions pendant 3 jours. Et puis après, retour à la case départ. On y retourne. C'était Léon Marchand sur les Jeux de Paris qui avait expliqué ça. Avant sa première course, il y avait une interview qui avait tourné où il disait justement qu'il abordait les jeux comme un jeu parce que de toute façon, qu'il gagne ou qu'il perde, ça allait rien changer parce que 2 semaines après, il allait retourner à l'entraînement aux États-Unis et que oui, forcément, il serait déçu, mais en fait, sa vie, elle allait rester la même, quoi. Donc, et c'était un peu un état d'esprit qui était fou en comparaison à l'athlète qu'il est. Et du coup, c'est ce que tu dis, en fait, ça change rien. Ça change rien du tout. Et lui, c'était intéressant parce qu'il parlait de ça vis-à-vis du doute. De se dire que si vraiment tu doutes trop, dis-toi que ça va rien changer. Maintenant, tu l'as vu. Maintenant, ça je l'ai rien vu, changé. Ça avait rien changé. Donc, si un jour j'ai peur d'y aller, je me dirais, tente parce que tu gagnes ou que tu perdes, tu as expérimenté les deux, ça change rien. Mais c'est vraiment, vraiment trop chouette de gagner. Donc,
tant qu'à faire, tente d'aller chercher la victoire. Qu'est-ce que tu ressens quand tu montes sur cette première marche du podium, qu'on annonce ton nom au micro Beaucoup de fierté et surtout beaucoup de fierté dans les yeux de mon conjoint et ma coéquipière que je vois dans les tribunes qui filment tout ça. Je me dis, waouh, tout ce qu'on fait ensemble, ça compte pour moi, mais ça compte pour eux aussi. De pouvoir partager ça avec eux, avec mes coachs, ça a une saveur vraiment très particulière parce que justement, je me dis, je fais pas un sport individuel là. C'est pas vrai. Je fais pas un sport individuel vu à quel point ils sont touchés de ça. Je fais clairement un sport collectif. Donc, je ressens énormément de fierté vis-à-vis de moi-même. Que j'ai du mal à ressentir dans d'autres résultats, même s'ils sont les fois où je suis deuxième, où je suis troisième, où je fais des records, mais j'aurais pu aller chercher plus. Dans ces moments-là, j'ai du mal à être fière parce que je me dis, ça aurait pu être mieux. Et là, à ce moment-là, je me dis, ça aurait pu difficilement être mieux, franchement. Donc, de la fierté envers moi et de l'émotion de voir que mes proches participent à ça. La peur, je l'ai ressentie cet hiver quand au championnat de France élite d'épreuves combinées en salle. C'est toujours cette histoire de course qui clôture un combiné. Donc là, en salle, c'était le 800 mètres. Il aurait fallu partir fort. Il aurait fallu être très courageuse pour y aller. Je pense que j'ai eu peur d'y aller. Et en fait, c'est une émotion que j'ai ressentie a posteriori. Sur le moment, je ne me rendais pas compte que c'était de la peur. A posteriori, je me suis dit, c'était complètement de la peur. Pas très utile, la peur. Hein. Peur de quoi ? Peur de craquer. En tout cas, une peur, pas qui te coupe les jambes, hein, mais en tout cas, une peur qui t'empêche de t'exprimer. Quand on arrive à y faire face à cette peur, on se libère et c'est là que ça fait des grosses courses. Ça fait pas plus mal aux jambes, hein, c'est pareil. Mais par contre, là, pour le coup, posteriori, je me suis dit, mince, c'était de la peur et ça m'a empêché d'y aller. C'est comme si ça te mettait des chaînes aux pieds. Tu y vas quand même, mais bon, tu te traînes un poids en plus, quoi. Donc, pas très utile. Parce que la stratégie que tu avais eue sur les championnats de France, d'y aller tranquille, tout est relatif, mais voilà, pour donner à fond dans les derniers 500 mètres, c'est une stratégie que tu penses qui peut être utile par la suite, ou là, en l'occurrence, tu vois, tu dis que tu aurais dû y aller à fond tout de suite, donc c'est que c'était pas... Elle sera utile par la suite sur mes prochains 1500 mètres, mais sur le 800 mètres, on n'est pas complètement sur de l'endurance, on est sur du sprint long. Ouais. Donc, ce qu'on perd au début en partant tranquille, on ne le rattrape pas à la suite. Là où au 1500 mètres, c'est un peu moins vrai. Donc, c'est là où je suis un peu partagée sur cette technique. Là, au 800 mètres, je le sais, il faut partir. Ouais, puis en fait, si tu craques au bout de 700 mètres, au pire, ce serait 100 mètres à tirer la langue. Mais exactement. Bon. Donc, je pense que la peur, elle serait associée à ça. La jalousie. Il n'y a pas un moment particulier, mais plusieurs moments où j'ai vu des performances d'autres athlètes et je me disais, j'aimerais bien avoir ça. Et en fait, c'est un sentiment qui est à la fois bon parce qu'on sait que si on le ressent, c'est parce qu'il y a quelque chose chez les autres qui nous font envie, qu'on a envie d'avoir nous aussi. Et donc, en fait, ça nous tire quelque part vers le haut. Là où c'est une mauvaise émotion, c'est que si on s'arrête à cette émotion-là, on se bride en se disant juste, en ressentant une émotion négative vis-à-vis de la personne qui représente ce qu'on veut. Donc, on va avoir de la colère ou ça va dériver sur d'autres émotions qui, selon moi, sont négatives. Il faudrait réussir, et c'est ce que j'ai réussi à faire après, et je crois que c'est un vrai travail, de se dire, ok, détacher la personne de ce qu'elle représente et se dire, ok, je suis jalouse de quoi ? Je suis jalouse de la personne ou je suis jalouse de ce qu'elle a réussi à faire ? La plupart du temps, c'est ce qu'elle a réussi à faire. Si elle a réussi à faire ça, comment elle a réussi ? Ok, comment je pourrais me rapprocher de ça ? Ok, si c'est pas possible parce que vraiment elle a un niveau incroyable sur ça et moi j'en suis trop loin, il y a peut-être à expliquer. Ok, si telle personne elle est super forte au lancer de javelot alors que moi je galère. Ah oui, mais elle en fait depuis 10 ans. Ah oui, mais alors elle a une génétique qui fait ça. Moi qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, moi j'ai ça et elle l'a pas. Et ce travail-là, il est pas facile tout le temps à faire. Et selon notre bagage aussi, il est plus ou moins difficile à déconstruire, mais il est important parce que ça permet de pas mal vivre le fait de côtoyer d'autres athlètes qui sont vraiment meilleurs. Et en fait, on se rend compte qu'en creusant, on n'a pas de quoi être jaloux. Ou alors, si on est jaloux, au contraire, il faut que ça nous tire vers le haut. On se dit, ah oui, telle personne a réussi à faire ça, je peux peut-être m'en inspirer. Aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que tu fais partie des meilleurs ? Non, tant que je serais... Non. Parce que, attends, permets-moi quand même de préciser, 4e au dernier championnat du monde, 2e l'année d'avant.
championne de France, bon, on peut quand même se dire que tu fais partie des meilleurs. Bah, tu vois, tout comme dans un championnat, on va regarder ce qu'il y a devant pour essayer d'aller le chercher et on va pas regarder derrière par peur d'y aller. Je crois que dans mon quotidien de sportif, c'est ça. Je cherche ce qu'il y a à faire de mieux et je me dis pas que je fais pas. Ouais, c'est marrant ça. C'est ta modestie familiale, ça. Si c'est ça, c'est plutôt gratifiant, donc je prends. Mais en fait, dès lors qu'il y aura des personnes devant moi, il y en aura toujours. Il y en aura toujours dans le sens où si je m'inspire pas de celles qui font ma discipline, je m'inspirerai d'autres. Et c'est ça qui est la grande force des épreuves combinées, c'est que si demain je suis imbattable au décathlon, je croise les doigts, bah, je vais m'inspirer des spécialistes de chacune des disciplines du décathlon et c'est ce qui me fera me dire que j'aurai toujours mieux à aller chercher. En fait, si c'est pas le record, c'est la technique, c'est une manière de s'entraîner. Il y a toujours quelque chose à prendre dans ce que font les pros et c'est ça qui est intéressant à regarder au final. En ce moment, tu te concentres sur quoi en termes d'amélioration? Enfin, peut-être c'est une discipline, peut-être c'est une technique. Cette année, avec ma coéquipière, on a pris le parti de se focaliser sur le lancer de javelot. Donc, on va faire des stages régulièrement à Dijon avec un spécialiste, un entraîneur. Et c'est vraiment ce truc de se dire, bon, bah là, on met le cap là-dessus et on priorise. L'année dernière, c'était surtout le 1500 mètres, même si en vrai, je vais garder cet axe-là. C'est vraiment mes 2 points faibles dans le décathlon. J'axe sur le lancer de javelot et le 1500 mètres, ouais. À quoi ça ressemble justement un quotidien d'entraînement pour une décathlonienne? Parce que il y a 10 disciplines et j'imagine que tu fais pas les 10 dans la même journée. Non, Donc, c'est vrai. comment on s'entraîne à ça? C'est une bonne question parce que là, du coup, à m'entendre parler, on dirait que je fais beaucoup plus d'entraînement de javelot qui est 1500 mètres que le reste. Non, c'est équilibré. C'est juste que, par exemple, dans la prépa physique, je vais avoir un peu plus d'exercices axés javelot. Le 1500 mètres, je vais peut-être en faire un peu plus, une séance de plus que les autres. Mais globalement, l'idée, c'est de balayer toutes les disciplines dans la semaine, quand on peut. Quand on peut pas, on alterne une semaine sur 2. Je m'entraîne 6 jours sur 7, avec 2 jours où je m'entraîne 2 fois dans la journée. Quand je fais une session le soir, donc il y en a tous les soirs, je double. Je fais une discipline au début, puis une deuxième discipline. Par exemple, on va doubler, on va faire lancer de javelot, saut en hauteur. Ou par exemple, on va faire lancer de poids, musculation. Ouais, mais tu vas jamais faire 2 lancers le même jour ou 2 courses le même jour. Ça peut arriver, mais c'est rare. Globalement, on essaie d'équilibrer, sachant qu'on essaie aussi il y a des principes d'entraînement à respecter. Les SP 400, comme c'est des grosses séances qui laissent beaucoup de résidus, on va dire, dans les jambes, on va les faire le samedi en dernière séance. Comme ça, après, il y a la récupération. Le sprint, enfin les séances où vraiment on est explosif, on va plutôt les privilégier en début de semaine pour être frais, pour avoir des séances de qualité là-dessus. Donc, c'est surtout ces principes-là d'entraînement à respecter. Et donc, notre coach, il agence tout ça en fonction. Mais dans l'idée, ouais, c'est ça. Je m'entraîne. Ça fait 8 séances dans la semaine. Donc, selon les semaines, ça fait du 15-18 heures. Enfin, entre 15 et 18 heures par semaine. Trop intéressant. De voir un peu comment le puzzle se met en place, quoi. Parce qu'en fait, c'est littéralement ça entre toutes les disciplines. Parce que on sait que quand on fait un sport, en plus, tu rajoutes les séances de muscu, la récup parfois avec du kiné et tout. Et donc, du coup, comment t'organises tout ça? C'est c'est vrai que mon emploi du temps est un beau Tetris. Ça peut faire peur d'extérieur, mais en fait, je sais que le sport, c'est une partie de ma vie. C'est pas à 60 ans que je vais commencer à me dire je vais faire une carrière de décathlète. Donc, c'est une priorité que je mets dans cette partie-là de ma vie. Tant que je peux mettre la priorité dessus, je le fais. Je l'ai dit en introduction, en 2026, les femmes, elles subissent encore des inégalités liées au genre. C'est malheureusement pas une surprise. Mais forcément, quand on est une femme, on veut que les choses, elles changent. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer ce qu'il en est au sujet du décathlon féminin? Parce que, du coup, je l'ai dit en introduction, vous n'avez pas les mêmes droits que les hommes. Pourquoi? Il y a un historique à ça. Avant, il y avait des idées très conçues comme quoi les femmes avaient moins de capacités, étaient moins capables que les hommes de faire des efforts. Certains efforts sportifs. C'est pour ça que historiquement, il y a eu un triathlon, puis un pentathlon, donc 3, puis 5, puis 7 avec les pentathlons. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de décathlon, c'est juste parce que la transition, elle n'a pas été faite. Parce que, fort heureusement, aujourd'hui, il y a moins ces mentalités-là de les femmes ne sont pas capables. Donc, en fait, aujourd'hui, on se bat davantage sur le fait que ce soit mis en place, sur le fait que le décathlon soit reconnu au même titre que les hommes, plutôt que contre ces mentalités arriérées. Là, on est plus sur des barrières d'organisation davantage que sur des barrières de mentalité. Mais j'ai envie de dire, c'est lié. C'est-à-dire que si vraiment
il y avait plus aucune barrière, s'il y avait plus aucun obstacle lié aux mentalités, peut-être que les changements seraient faits plus rapidement. Donc c'est là où on est un peu dans cet entre-deux on voudrait que ça aille plus vite. On nous appuie pas sur la pédale d'accélérateur, mais sur la pédale de frein, mais on n'appuie pas non plus sur la pédale d'accélérateur. Donc c'est un peu délicat comme entre-deux. Parce que du coup, si on va dans le concret, pour ceux qui connaissent pas forcément la différence entre l'hepta et le DK, c'est quoi les disciplines que vous avez en plus qu'il n'y a pas dans l'hepta? Alors on a 2 disciplines techniques qui changent. Donc il y a le lancer de disque et le saut à la perche qui sont dans le décathlon. Et c'est au niveau des courses où tout est vu à la baisse pour l'heptathlon. C'est-à-dire que dans l'heptathlon, on a un 200 mètres et un 800 mètres en course. Et dans le décathlon, on a un 100 mètres, un 400 mètres et un 1500 mètres. Donc, on a 3 courses dans le décathlon, tandis qu'on en a que 2 dans l'heptathlon. Si j'enlève les... Oui. Ça a été mis en place comme ça, parce qu'effectivement, dans l'idée où les femmes étaient moins capables, on va chercher moins loin dans l'effort. Et aujourd'hui, le décathlon féminin, vous avez quand même des grandes compétitions. Enfin, tu vois, on a parlé de mondiaux, championnat de France, donc ça veut dire que la fédé d'athlée en France, elle suit aussi là-dessus. Mais il manque, j'ai envie de dire, le Graal, c'est les Jeux Olympiques. Comment tu l'expliques ça On avance dans le sens où, effectivement, comme tu dis, il y a un mondial. C'est un mondial qui est organisé pas par les instances internationales. C'est pas le World Athletics qui l'organise. C'est des athlètes qui les organisent elles-mêmes. Là, cette année, ça sera la 3e année consécutive qui seront organisées à Geneva, aux États-Unis, dans l'Ohio. Et à partir de 2027, c'est prévu que ce soit en Europe. Donc là, on est encore en train de voir au niveau des lieux. La France sera organisatrice soit en 2027, soit en 2028. Mais en fait, pour le moment, la Fédé est un soutien, puisqu'elle organise des championnats de France. Mais il faut que les autres pays puissent avancer autant que la France. Actuellement, c'est nous qui sommes les plus avancés sur ce terrain-là. Il faut que les autres pays puissent avancer autant pour que, sur le plan international, ce soit reconnu comme tel. Ouais, et puis qu'en fait, vous participiez aux mêmes compétitions internationales. Enfin, quand on voit les championnats du monde d'athlétisme, qui est le DK au même endroit que les championnats du monde d'athlétisme. Enfin, sinon, ça ne fait pas de sens, quoi. Et c'est là où intervient la problématique de, bah oui, mais et les heptathlètes. Et c'est là où nous, on a un discours qui est très dans la transition. L'idée, c'est pas de dire demain, les heptathlètes, vous faites plus d'heptathlon. L'idée, c'est de se dire, non, ce serait complètement injuste. L'idée, c'est de se dire, bah, il y a une transition qui se fait à long terme. Oui, aujourd'hui, c'est l'hepta, mais il faut commencer à mettre le DK en place. Forcément, les deux vont cohabiter un certain temps, mais les jeunes générations, il faut les former au décathlon pour que, à terme, ce soit le décathlon qui soit là et qu'il n'y ait plus aucune inégalité entre les disciplines de l'athlétisme, parce que c'est la dernière. En fait, certaines disciplines ont mis du temps à arriver, comme le saut à la perche qui est arrivé en 2000 pour les femmes. Et en fait, si on regarde toutes les disciplines, il reste plus que le décathlon, en fait, qui est pas pareil dans les deux tableaux. Ouais, en fait, il existe sans exister, quoi, avec l'hepta, quoi. C'est ça. Et quand tu discutes, j'imagine, avec des heptathlètes de ce sujet-là, c'est quoi le discours aussi qu'elles peuvent avoir? Parce qu'il peut y avoir un peu cette peur aussi que leur discipline, elle disparaisse, tu vois. Ouais, il y a des discours très différents. J'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec une qui serait complètement réfractaire au changement, et en même temps, je comprendrais que forcément, je me mets à la place d'une heptathlète qui veut pas que sa discipline soit effacée. Je comprends complètement que ce soit un sujet délicat. Maintenant, globalement, il y en a qui veulent pas spécialement que ça change. Il y en a qui aiment l'heptathlon, qui veulent faire de l'heptathlon, mais qui ont bien compris que, bah oui, dans l'idée de l'égalité, ce serait plus logique le décathlon. Et il y a beaucoup d'heptathlètes qui sont devenues décathloniennes parce qu'en fait, soit elles ont testé, ça leur a plu, soit pour beaucoup, elles faisaient des épreuves combinées quand elles étaient jeunes. Elle faisait du saut à la perche et en fait, elle pouvait pas combiner les deux. Il y en a beaucoup qui ont ce passif-là. Et donc, elles se sont dit, bon, bah tant pis, je fais du saut à la perche. En fait, à l'arrivée du décathlon, elles se sont dit, ah chouette, ça y est, je peux faire de tout. Je peux y retourner. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent, quand on cherche une égalité, c'est pas au détriment de d'autres. Enfin, c'est même à chaque fois, c'est comme ça. C'est ce qu'on prône d'ailleurs dans les discours féministes, c'est que si on veut l'égalité, c'est pas pour enlever des droits aux hommes, bien au contraire. Enfin, c'est juste pour avoir les mêmes que eux. Là, en fait, avec la démarche du décathlon, il y a quand même cette perte entre guillemets pour l'heptathlon, et donc j'imagine que c'est aussi sujet de débat, quoi. C'est ça, c'est sujet de débat, mais c'est là où nous on est là pour rappeler que l'idée, c'est que chaque heptathlonienne qui a entamé une carrière puisse la terminer sans problème. En fait, au final, ça va concerner les générations futures. C'est surtout ça. Et du coup, vous avez créé l'association DK Féminin pour porter ce sujet-là en France. J'imagine que dans d'autres pays, il y en a qui ont aussi créé des assos, ou je ne sais pas comment ça marche ailleurs, mais en tout cas, que dans les athlètes internationales du DK,
ça se mobilise, quoi. Ouais. Est-ce que tu vois déjà des impacts ou pas encore? Je vois des impacts dans le sens où on a énormément de soutien, ça c'est vraiment très chouette. On a plus de visibilité. Maintenant, quand on parle de décathlon féminin à des gens, que ce soit des athlètes ou pas, ça parle davantage, surtout chez les athlètes. Mais avant, on parlait de décathlon, on disait bah non, tu veux dire les l'heptathlon. Là maintenant, ça parle et on a un soutien qui est quand même de l'ordre. Ouais, vraiment, on a toutes les personnes à qui on explique notre projet. Il y a vraiment une présence d'esprit de se dire bah oui, c'est logique. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que plus on en parle à des gens qui ne connaissent rien à l'athlète, plus ils soutiennent. Ça veut pas dire que les athlètes ne soutiennent pas, ça veut juste dire qu'en fait, si on prend du recul et qu'on regarde la situation de l'extérieur et qu'on se dit ok, donc comment ça marche? Les filles, elles ont cette épreuve, les garçons, ils en ont 10. Bah pourquoi? Et en fait, plus les personnes sont extérieures, plus elles sont dans cette incompréhension de cette inégalité-là. Alors que nous, malheureusement, les athlètes, on a un peu intériorisé, bah c'est comme ça. C'est pas négatif ou positif, hein, mais on a un peu intériorisé cette inégalité-là. Donc globalement, je trouve que les mentalités là-dessus changent et évoluent parce qu'on a une prise de conscience. Et je trouve que cette prise de conscience extérieure fait prendre conscience aussi aux athlètes que ah oui, c'est vrai que on va pas juste prendre pour acquis cette situation juste sous prétexte que c'est comme ça. Il y a un enjeu, je le disais, olympique, enfin du coup même mondial, parce qu'en fait tu me dis que c'est les athlètes qui organisent, donc il y a quand même un enjeu au niveau de World Athletics, ouais. Ça. Mais il y a aussi un enjeu au niveau des Jeux. On connaît déjà les disciplines qui ont été choisies pour LA et celles qui ont été supprimées, donc là-dessus il y a malheureusement pas de sujet. Mais pour Brisbane, c'est pas encore acté. Et donc j'imagine qu'il y a un gros sujet pour vous là-dessus. Et c'est vraiment l'objectif principal de cette association. C'est, si tout se passe bien, elle est vouée à disparaître, cette association, car on aura comme les Jeux, Restos du Cœur. Non, je me souhaite pas le même destin quand même. Non, mais je nous le souhaite qu'elle soit vouée à disparaître parce que l'objectif aura été atteint. Et cet objectif, effectivement, c'est de pouvoir instaurer le décathlon féminin comme épreuve officielle aux Jeux Olympiques de Brisbane en 2032. Ouais. Donc pour ça, il y a encore des étapes. Et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais du fait que c'est pas assez rapide pour nous, c'est qu'on a un peu cette horloge qui nous rappelle qu'on n'a pas non plus énormément de temps, mais on est convaincu du projet. Le projet avance, le projet est porté par beaucoup de personnes, donc c'est ce qui nous laisse entendre qu'on peut rester optimiste. Pour autant, on sait que c'est un projet ambitieux. Donc c'est là où en fait toute forme d'aide, toute forme de soutien elle est bienvenue. C'est pour ça que tu vois m'inviter sur un podcast pour pouvoir parler du décathlon féminin, c'est déjà être soutien du projet. Et donc en fait là dans les prochaines années on va essayer d'étendre ça. Et dans l'organisation justement du championnat mondial en Europe, ça va être ça aussi l'enjeu, ça va être d'étendre le projet jusqu'à l'objectif final. Et du coup, c'est aussi des discussions avec le CNOSF, avec la Fédé d'athlé, comment ça se passe tout ça? Ouais, alors Fédé d'athlé, on est pas mal en lien avec eux. On a un référent qui est à la Fédé et on a parmi les vice-présidents, il y a des vice-présidences qui nous soutiennent pas mal là-dessus. Maintenant, ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que le sujet est pris en main, mais le sujet ne constitue pas la priorité numéro 1 de la fédération d'athlétisme. Et c'est pour ça que on essaie d'avancer de notre côté aussi, parce qu'on sait que ça suffira pas de laisser ça dans les mains de la FFA. Ce qui est compréhensible aussi, il y a plein d'autres sujets à traiter. Mais dans l'idée, nous, on essaie d'avancer le plus vite possible, quoi. Et du coup, c'est aussi trouver des partenaires pour en parler et des porteurs de voix, j'imagine? Ouais, des porteurs de voix, des partenaires. Justement, dans l'idée d'organiser les mondiaux en Europe, ça va être de pouvoir financer ça nous-mêmes parce que on sait d'avance que ça va être compliqué d'avoir un soutien fédéral. Au sein du décathlon, féminin, masculin, peu importe, j'ai vu aussi qu'il y avait une idée de faire un Décastar pour justement amener plus de visibilité sur le déca féminin. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots, en quoi ça consiste et alors le Décastar, donc c'est une compétition d'épreuves combinées qui est organisée à Talence tous les ans. C'est là que sont regroupés tous les grands combinards du monde. Combinards. Ouais, on appelle ça les combinards. L'année dernière, on a déjà tenté d'essayer de greffer le décathlon féminin au Décastar. On n'a pas réussi. On s'était rapatrié sur le Déca Montreuil, qui est un autre gros meeting d'épreuves combinées. Mais malheureusement, cette année, il a dû être supprimé par manque de moyens. Donc c'est pour ça que le Décastar constituerait une très belle mise en lumière du décathlon féminin. Et ça serait vraiment très chouette d'arriver à ce Et comment ils résultat. expliquent le fait que vous n'ayez pas votre place? Parce que là, pour le coup, il n'y a pas une histoire de c'est parce qu'il y a les plateformes. Non, c'est juste que c'est que les mecs.
Alors, pour le coup, il y a quand même une histoire d'organisation dans le championnat pour pouvoir mettre tout le monde. Parce que en termes de planning, quoi. Là-dessus, ça reste quand même un sacré micmac de tout organiser. Et il y a aussi une partie budgétaire. Donc, nous, on nous avait sorti ça comme argument. Ce qui est complètement entendable parce qu'il faut les sortir les sous pour organiser la partie du décathlon féminin. Maintenant, c'est là où, du coup, notre asso, elle peut aussi aider. Dans l'idée où on l'a créé pour justement trouver des fonds et pour que l'argument financier soit plus le seul argument, ou du moins que ce soit plus ça la barrière. Parce que si c'est ça la barrière, on peut la casser la barrière. On vous fait le shake. C'est ça. Et du coup, tu parlais de date limite pour Brisbane. Ça veut dire que vous avez jusqu'à quand pour faire entendre votre voix et faire changer les choses? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que les sports pour 2028, ils ont été annoncés en 2025, donc 3 ans avant. Donc, j'aurais tendance à dire que ce sera 2029 qu'on vise en termes d'annonce. Même si je crois qu'il y avait déjà un peu une idée quand même à la fin de Paris 2024. On savait notamment que le breakdance serait pas reconduit, etc. À voir pour ça. J'ai pas envie de dire revenons au côté sportif parce que c'est aussi ton côté sportif, cette mobilisation-là. Mais toi, en termes de résultats et de performance, c'est quoi tes prochains objectifs là à venir pour la saison 2026 qui commence pour l'athlé en tout cas, parce que en hiver, vous êtes un peu pas au repos, clairement pas, mais en tout cas moins de compétition. Ouais, là on est dans l'intersaison, donc clairement on est dans la phase de préparation. Mes 2 objectifs principaux, ça va être les championnats de France à Blois le 11 et 12 juillet, où je vais essayer de conserver mon titre. Un mois plus tard, les championnats mondiaux de décathlon féminin qui auront lieu toujours donc, aux États-Unis. Et là pour le coup, on verra qui s'y présente, mais si on n'a pas l'ambition d'aller gagner, c'est autant de pas y aller. Donc non, on va essayer d'aller chercher du métal et puis le plus beau possible, donc à faire. Un doublé de titré? Ce serait incroyable. Je dis pas que c'est sûr que ça se passera, mais en tout cas, c'est ce que je vise. Aux yeux du grand public, c'est les jeux, le Graal. Est-ce que toi, tu as des regrets de pas t'être orienté vraiment à fond sur l'hepta juste pour Paris 2024 et de te dire après je reviens au DK parce que c'est ce que j'aime, mais il y avait quand même cette place-là C'est une bonne question. Je pense que quand je fais ma pratique, je pense à 2 personnes. Je pense à Roseva qui a 6 ans et qui rêve, et je pense à Roseva qui a 80 ans et qui repense à sa vie. L'objectif, c'est de rendre fiers ces 2 Roseva-là. Et donc, si je pense à la Roseva de 80 ans, il y a plus de chances qu'elle regrette de ne pas avoir fait ce qu'elle aime, à savoir le décathlon, plutôt qu'elle regrette de ne pas avoir eu de carrière olympique dans l'heptathlon. Sachant qu'il n'y avait rien qui disait que c'était sûr que j'allais aller aux Jeux à l'hepta. Loin de là. Je pense que ça aurait été très compliqué. En pensant à ça, je me dis, non, il n'y a pas du tout de regret. C'est sûr que je ne regretterai pas. Et d'ailleurs, il y a plus de chances que je ressente de la fierté d'avoir emmené une discipline aux Jeux Olympiques, que j'y sois allée moi ou pas, plutôt que j'ai des regrets de me dire à la fin je serais jamais allée au JO, du coup j'ai raté ma carrière. Non, en fait. Clairement pas. Clairement pas. Donc c'est ma manière de raisonner. C'est pas du tout une manière de me raisonner dans le sens c'est pas juste pour me rassurer, c'est juste comme ça que je raisonne, et du coup le choix il est évident en fait. Ça me fait un peu des frissons, tu vois, de me dire d'avoir cette vision là. Je trouve ça trop beau en fait de se dire ok, la petite Roseva de 4 ans et la vieille de 80 ans, sur quoi elles se rejoignent, et du coup c'est ce qui m'aide un peu à faire mes choix, et je trouve ça trop bien comme état d'esprit, comme mentalité, parce que parfois c'est vrai que on se prend un peu la tête de se dire ah non mais si je fais ça je vais regretter. Ok, mais si je prends du recul quand j'aurai 80 ans, qu'est-ce que j'aurais vraiment kiffé quoi. Ouais. Et donc c'est trop bien de partager ça, c'est vraiment une bonne astuce. On arrive sur les 2 dernières questions du podcast que je pose à tous mes invités. Si tu pouvais changer de vie le temps d'une journée avec un autre athlète, quelle que soit sa discipline, quelle que soit sa pratique, tu choisirais qui et pourquoi? Comme j'ai pu expérimenter le fait que quoi qu'on gagne dans la vie, en vrai, ça nous changerait à notre vie. Je suis pas sûre que j'aurais envie d'expérimenter le quotidien de star de certains athlètes, parce que je pense que c'est pas foncièrement ça qui est intéressant. Je crois que j'aurais envie d'échanger ma vie le temps d'une journée avec un athlète pour qui j'admire les sensations qu'il doit vivre. C'est-à-dire, si je prends un Léon Marchand, par exemple, à la natation, je sais que j'arriverai jamais à ressentir des sensations corporelles telles qu'il doit les ressentir dans l'eau, ou alors un demi-fondeur qui avalait pendant des tours et des tours sans fatiguer. Je crois que ce serait ça. J'en ai pas un en particulier qui me vient, mais ouais, Léon Marchand, ce serait un bon exemple pour ça, et pour pouvoir ressentir ce qu'il ressent dans sa pratique. En fait, moi, pourquoi je fais du décathlon, c'est parce que j'aime les sensations que ça procure. Je crois que j'en ferais quand même si j'étais en niveau départemental. Je crois que c'est ça qui m'attirerait le plus. C'est vivre les sensations, les ressentir. Et enfin, dernière question,
À qui est-ce que tu aimerais passer le relais pour le faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Je suis pas objective, mais Adeline Odigier, parce qu'elle serait très, 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 très pertinente. Très bien, mais Ah ça oui, va. oui, dans le podcast, parce qu'elle a une passion pour justement faire développer cette discipline, et je l'admire beaucoup pour ça. C'est avec elle que tu as créé l'asso en fait. C'est ça, celle qui m'a amenée à faire cette discipline. Merci beaucoup pour ton témoignage, c'est hyper intéressant, franchement j'ai adoré. Merci beaucoup. Merci et puis, Solène de m'avoir je te invitée. souhaite une belle saison 2026 et surtout que ça change au niveau des instances internationales. On espère. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!